Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dans le cadre de la Semaine agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Je me présente Stéphanie Dubé. Je suis conseillère en développement du bioalimentaire à la direction régionale du MAPAC au Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, le sujet de la conférence est de démarrer en transformation alimentaire, passer de l'idée au projet. Donc, au niveau du plan de présentation, je vais d'abord vous présenter les services qui sont offerts par notre direction régionale. Ensuite, on va regarder ensemble les questions à se poser avant de démarrer. Puis, on va aborder le sujet des règles à respecter, plus particulièrement les permis du MAPAC dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Et on terminera la présentation avec les différentes étapes à franchir avant de réaliser votre projet. Donc, au niveau des services de la direction régionale, on est là pour vous guider, en fait. Vous pouvez nous appeler lorsque vous avez une idée de projet en démarrage, vous voulez en discuter. Donc, on est vraiment là pour répondre à vos questions d'ordre général, vous accompagner dans la réalisation de votre projet. On peut aussi vous orienter vers divers programmes gouvernementaux et d'autres services offerts, que ce soit là, au niveau justement gouvernemental ou dans la région. Et évidemment, on gère des programmes d'aide financière quand ça peut s'appliquer selon vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. D'ailleurs, vous retrouverez mes coordonnées à la fin de la présentation. Donc, les questions à se poser avant de démarrer. Une chose que je dis à mes clients, c'est toujours de bien ouvrir nos yeux, nos oreilles. Dans le fond, quand observer notre environnement, c'est gratuit. Et ça nous permet aussi de poser beaucoup de questions à des professionnels autour de nous. Une chose très importante aussi, c'est d'évaluer la concurrence. Donc, est-ce que le produit que je souhaite mettre en marché existe déjà sur le marché? Si oui, qui sont les concurrents? Quel prix vendent le produit? C'est quoi la qualité de ces produits-là? Comment ils se distinguent? Également, une chose qui est excellente, c'est de visiter des salons, participer à des colloques, évidemment, lire des journaux, des circulaires, des revues spécialités. Bref, il faut être vraiment curieux. Donc, pour poursuivre dans le même ordre avec les questions, est-ce que le produit existe déjà? Donc, est-ce que c'est un produit qui s'inscrit dans les tendances actuelles de consommation? On sait qu'on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, de manger des produits locaux, de manger des produits qui sont santé. Donc, est-ce qu'on s'inscrit dans cette tendance-là? Est-ce que c'est un produit qui répond à un besoin précis de la clientèle visée? Donc, est-ce qu'on vise des jeunes familles? Est-ce qu'on vise plutôt des retraités? Et est-ce que notre produit va répondre aux besoins de cette clientèle-là, que ce soit le produit lui-même ou son emballage, sa facilité d'utilisation, bref, l'idée qu'on a? Est-ce que ça répond à ce besoin? Est-ce un produit qui offre quelque chose de nouveau ou un avantage particulier? Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut être curieux, poser des questions, écouter, en profiter pour échanger avec différents professionnels, différents entrepreneurs du secteur, que ce soit des transformateurs, des fournisseurs d'équipements, des fournisseurs d'ingrédients, des grossistes, des détaillants. Donc, ce sont tous des gens qui peuvent vous permettre aussi de raffiner votre pensée par rapport aux produits que vous souhaitez commercialiser. Ensuite de ça, parmi les questions à se poser, puis c'est les questions que je considère les plus importantes, c'est par rapport à vous. Donc, est-ce que vous avez considéré tous les aspects qui vous concernent, vous? Par exemple, avez-vous le temps de réaliser un projet de transformation alimentaire? Cette question-là s'adresse beaucoup aux producteurs agricoles qui sont déjà très occupés au sein de leur entreprise à 60 heures par semaine et plus. Donc, est-ce que vous avez le temps de réaliser ce projet-là? Si on prend par exemple le fait de démarrer une fromagerie, le métier de fromager en soi est un métier qui est exigeant, qui demande beaucoup de temps. Donc, il faut être en mesure d'évaluer si c'est réaliste. Est-ce que c'est compatible avec votre situation familiale, votre état de santé? Donc, est-ce que vous avez des jeunes enfants à la maison? Est-ce que votre santé aussi vous permet de réaliser ce projet-là avec toute l'énergie puis le temps que ça va prendre?
Est-ce que vous avez les compétences nécessaires? Donc, est-ce que vous avez la formation, l'expérience? Sinon, est-ce que vous comptez aller suivre une formation ou encore réaliser un stage au sein d'une autre entreprise? Est-ce que c'est planifié dans votre temps? Est-ce que c'est budgété? Également, est-ce que vous avez besoin d'une association d'affaires pour compléter votre expertise? Donc, que ce soit aussi pour un aspect financier, l'association d'affaires, ou encore l'expertise, si vous désirez, par exemple, démarrer un projet de boucherie, mais que vous êtes pas boucher, vous n'avez pas de formation, est-ce que c'est possible de faire une association d'affaires avec une personne qui détient les compétences, par exemple? Est-ce que vous serez transformateur ou ferez-vous transformer vos produits à forfait? Ça, c'est également une autre question à se poser. Parfois, au démarrage, les gens vont tester leur marché, faire à forfait des produits, que ce soit par exemple des terrines ou quelque chose comme ça, par une entreprise qui a déjà le permis C1 pour tester un marché avant de se lancer. Donc, c'est des possibilités. C'est pas écrit au niveau des questions aussi, mais est-ce que vous pensez faire démarrer votre projet au sein d'un incubateur, par exemple? Ça peut également être une option, des choses intéressantes à se poser là, à l'étape du démarrage comme question. Et enfin, prochaine série de questions, est-ce que votre projet est réalisable en tenant compte de la réglementation qui est en vigueur? Donc, en fait, il faut se poser la question, est-ce que je peux réaliser mon projet là, à l'endroit où je souhaite le réaliser? Donc, il y a différentes réglementations à vérifier. Ce n'est pas exhaustif, la liste que vous retrouvez ici, mais je dirais que c'est les principales à considérer à l'étape du démarrage d'un projet. Donc, première chose à vérifier, c'est du côté du zonage, donc avec la municipalité ou la MRC. Est-ce que le zonage permet de réaliser l'activité que je souhaite faire? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières par rapport à ça? Je vais prendre, par exemple, le cas de certaines MRC au niveau de leur schéma d'aménagement, la construction d'une usine alimentaire en zone verte sur une ferme, bien qu'elle peut être permise normalement par la Commission de la protection du territoire agricole, peut ne pas être permis selon le schéma d'aménagement d'une MRC. Donc, il faut vraiment vérifier avec la MRC si c'est correct, si on peut faire ce projet-là là où on souhaite le faire. Même chose du côté de la municipalité. Donc, je dirais que c'est la première chose à valider. Ensuite de ça, du côté de la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission de la protection du territoire agricole s'occupe évidemment de la zone verte, mais elle permet aux producteurs de donner une valeur ajoutée à leur production, en notant que les produits transformés à la ferme soient dans une proportion d'au moins 51% des produits issus de l'agriculture de cette ferme-là. Donc, ça, habituellement, c'est possible quand on va dans des orientations différentes. Si la majorité de nos intrants ne provient pas de notre entreprise, il faut vraiment vérifier avec la Commission de la protection du territoire agricole pour avoir les autorisations. Ensuite de ça, il faut vérifier, dans certains cas, du côté du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Par exemple, si on veut mettre en place un projet de fromagerie, il y a un rejet important d'eau usée. Est-ce que c'est correct du côté du ministère, par exemple, de l'Environnement? Également, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il faut tenir compte de la réglementation canadienne en vigueur. La Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, si notre projet est de réaliser des boissons alcoolisées, nécessairement, il faudra se conformer et aller chercher les permis nécessaires du côté de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et enfin, il y a les permis du côté du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui vont faire l'objet des prochaines minutes de cette présentation. Donc, du côté des règles à respecter, évidemment, dans plusieurs cas, on doit se munir d'un permis. Il faut aussi obtenir la formation obligatoire en hygiène et salubrité et respecter les lois et règlements en vigueur. Je vais reprendre dans les prochaines diapositives chacun de ces points-là. Donc, concernant les règles à respecter, se munir d'un permis, il y a des questions primordiales à se poser
qui détermine le type de permis qui est nécessaire. Donc, 2 questions. La première, quelle est l'activité principale de l'entreprise? Donc, est-ce que c'est une entreprise qui va transformer de la viande? Est-ce que c'est une entreprise dans le domaine de l'érable, des fruits et légumes, des fruits de mer et des poissons? Donc, tout dépendamment du secteur d'activité, le permis pourrait être différent. Et ça aussi, c'est en lien avec la deuxième question, quels marchés sont visés? Donc, est-ce qu'on veut faire de la vente directe au consommateur, de la vente sur place, donc de la vente de détail, ou est-ce qu'on souhaite faire de la vente en gros? Donc, la vente en gros, ici, c'est lorsqu'il y a un intermédiaire entre nous et le consommateur. Donc, à ce moment-là, par exemple, si vous vendez vos produits à une épicerie et l'épicerie en fait la revente au consommateur, on est dans un processus de vente en gros. Donc, les réponses vont déterminer le type de permis qui sera nécessaire. Habituellement, ce qu'on voit de façon majoritaire en transformation alimentaire, ce sont les permis que vous retrouvez à l'écran, donc le permis de restauration et de vente au détail. Donc, il ne faut pas s'y méprendre. Le nom du permis est véritablement permis de restauration et de vente au détail, mais il y a des catégories. Parmi ces catégories, il y a des catégories qui s'adressent à la transformation alimentaire. Et ensuite, il y a les permis de vente en gros. Donc, dans notre jargon, du côté du ministère de l'Agriculture, on parle de permis de vente en gros pour les produits carnés, le fameux C1 qu'on entend souvent, produits marins, qui est le FC, ou les usines laitières. Je vais reprendre chacun de ces permis-là plus en détail. Donc, pour se munir d'un permis, au niveau du permis de restauration et de vente au détail, donc ce type de permis-là, c'est le permis qui va être acquis là, au niveau des, par exemple, des boulangeries, des entreprises qui vont transformer des fruits et des légumes, des boucheries qui vont vendre de la viande au détail seulement, donc pas de vente en gros par rapport aux boucheries. C'est un permis de préparation, en fait, c'est un permis de restauration et de vente au détail dans ce cas-là, pour vous donner des exemples. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir un permis de restauration et de vente au détail? Donc, vous allez voir, c'est relativement quand même du gros bon sens les exigences qui sont demandées. Vous devez attester que vous disposez d'une installation réservée à la préparation d'aliments, donc à l'exception pour la production d'aliments totalisant moins de 100 kg par mois. Je vais vous en parler, c'est le cas des cuisines domestiques. Donc, ça prend un local dédié finalement. Ensuite de ça, un local qui est pourvu d'un évier, d'eau potable chaude ou froide, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre et de serviettes jetables, d'un système de récupération des eaux usées, d'un système de ventilation adapté aux activités d'exploitation. Donc, s'il y a de la cuisson, ça vous prend un système de ventilation qui est adapté, et d'un récipient pour les déchets. Donc, comme vous voyez, c'est quand même relativement simple. Vous devez également vous conformer aux exigences relatives à la formation obligatoire en hygiène et salubrité alimentaire. On va y revenir plus tard. Je vais faire une parenthèse ici par rapport aux cuisines domestiques. Donc, c'est possible de transformer chez soi. Ça prend tout de même un permis, donc un permis de préparation générale des aliments. Et on ne peut pas aller à plus de 100 kg de produits transformés par mois. Et ça, c'est vraiment par mois, ce n'est pas une moyenne annuelle, donc c'est maximum 100 kg par mois. Et on ne peut pas faire de la vente en gros quand on transforme dans sa cuisine personnelle. Donc ça, c'est bien important. Il y a également certaines restrictions par rapport à la transformation de produits laitiers. Donc, autrement, en respectant la réglementation en vigueur, en se dotant d'un permis, il est possible de transformer dans sa cuisine personnelle, ce qui peut être une option pour des fois tester des produits avant de lancer là, une entreprise de plus grande envergure. Je vais rentrer maintenant un petit peu plus de façon pointue dans le permis de restauration et de vente au détail. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que il existe 4 types de permis dans ce permis-là, plus large, de restauration et de vente au détail. Il y a celui de restauration, celui de vente au détail qui comprend soit la préparation générale ou soit le maintien chaud-froid. Quelle est la distinction? En fait, la préparation générale, c'est lorsque vous fabriquez vous-même les produits. Donc, vous êtes un boulanger, vous faites du pain, vous avez besoin d'un permis de vente au détail de type préparation générale. Le maintien chaud-froid s'adresse, je vais vous donner un exemple, à un producteur agricole qui élève des bovins de boucherie. Les bovins de boucherie sont abattus dans un abattoir approuvé.
La viande est découpée dans cet abattoir, elle est mise sous vide et elle est congelée. Le producteur va chercher la viande à l'abattoir, la ramène chez lui, la dispose dans des congélateurs dans le but de la vendre. Donc, le producteur en question a besoin d'un permis de maintien chaud et froid parce que la viande, elle est maintenue au froid chez lui dans des congélateurs. Donc, il ne transforme pas lui-même la viande, donc il n'a pas besoin d'un permis de préparation générale. C'est vraiment un maintien chaud et froid. C'est ce même permis qui va permettre ensuite également d'aller, par exemple, en marché public pour vendre la viande. Ensuite de ça, il existe, si je poursuis dans les types de permis, les sans but lucratif. Donc, on parle, par exemple, des OBNL qui vont bénéficier d'un permis sans but lucratif. Et événements spéciaux, donc pour un événement qui ne dépasse pas 30 jours consécutifs. Donc, rapidement, par rapport au coût de ces permis-là, il faut savoir que les coûts peuvent changer annuellement. Présentement, là, en date de début d'année 2021, un permis de préparation générale est au coût de 331 $ annuellement. Un permis de maintien chaud-froid est au coût de 254 $ annuellement. Et un permis de sans but lucratif est au coût de 36 $ plus 9 $ par jour additionnel. Donc, si je participe à un événement qui dure 4 jours, exemple un salon de Noël, je vais payer la première journée à 36 $ et les 3 journées suivantes, 9 $ chacune. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a des frais d'ouverture de dossier la première année au niveau de la demande pour ces permis-là, donc de 129 $. Là. Évidemment, ça ne s'applique pas pour les événements spéciaux, mais quand on parle, par exemple, de permis de préparation générale, on fait la demande, on doit ajouter 129 $ là, au coût de 331 qui est le coût du permis annuel. Il existe des exemptions par rapport au permis. Donc, les producteurs agricoles visés par la loi sur les produits agricoles, donc qui font de la préparation, soit des produits de l'érable traditionnels. On parle ici de tire, de beurre, de sirop. On ne parle pas de produits très complexes, là, des produits de base. Ensuite, les produits apicoles tels que les miels et les gelées et les œufs de consommation en coquille. Ou encore les producteurs qui réalisent des activités de maintien au froid des fruits et légumes frais et entiers, donc qui ne sont pas transformés. Ça, ce sont des exemptions. Donc, dans ces cas-là, les producteurs n'ont pas besoin de permis pour vendre leurs produits. Maintenant, la famille des permis de vente en gros. Donc, je viens de vous parler de permis de restauration et de vente au détail qu'on considère, nous, dans notre jargon, comme des permis légers. Donc, maintenant, on arrive au niveau des permis de vente en gros. Les exigences relatives aux permis de vente en gros sont plus élevées et font l'objet de réglementations particulières. Ces permis-là, ils vont permettre la vente de produits carnés, des produits marins et des produits laitiers à un détaillant, à un restaurateur, à un distributeur ou à toute autre entreprise qui fait la revente au Québec. Donc, c'est bien important de le spécifier au Québec parce que si, par exemple, on souhaite avoir une entreprise qui transforme de la viande pour l'exporter ailleurs au Canada, le C1, donc le permis de vente en gros de produits carnés, ne sera pas suffisant. Il existe à ce moment-là l'agrément fédéral, mais ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, par rapport au permis de vente en gros de produits carnés, il est requis pour les entreprises qui préparent des produits à base de viande pour la consommation humaine dans le but de les revendre. Donc, il existe 2 catégories, le charcuterie générale, le fameux C1, dont on entend souvent parler, et les conserves de viande. Je vais faire une parenthèse par rapport au C1. Un producteur agricole qui élève des bovins de boucherie, fait abattre sa viande, en fait ses animaux dans un abattoir approuvé, soit provincial ou fédéral, doit nécessairement, pour revendre sa viande, que la viande soit préparée dans un établissement qui a minimalement un C1. Donc, on ne peut pas, comme producteur agricole, faire transformer ses produits dans une boucherie qui détient un permis de préparation générale des aliments et en faire la revente à un client. Ça, ce n'est pas possible. On peut pour sa consommation personnelle, mais on ne peut pas revendre. Donc, quand il y a une notion de revente, c'est très important, ça doit être transformé dans un établissement C1.
Maintenant, en ce qui concerne le lait, en fait, il faut avoir un permis d'exploitation d'une usine laitière. Donc, c'est vraiment obligatoire, ce type de permis-là pour transformer du lait cru, de la crème crue ou toute autre préparation de produits laitiers en vue de la vente en gros. Donc, il existe 3 catégories de ces permis-là. Donc, le 1 et le 2, c'est selon finalement la quantité de lait qui est transformé à l'usine. Et le permis de catégorie 3, c'est pour couper, emballer du fromage, du beurre. Donc, c'est vraiment la préparation de d'autres types de produits laitiers. Et c'est également le permis qui est nécessaire pour les autres types de lait, comme le lait de brebis ou le lait de chèvre. Donc, au niveau des coûts pour ce permis-là, tout à l'heure, je n'en ai pas parlé pour le C1, mais pour le C1, on parle de coûts de 574 $. Quand on est dans l'usine laitière, pour un catégorie 1, donc les plus grosses usines laitières, c'est 900 $. Et puis pour le permis de catégorie 2, donc moins d'1 million de litres de lait de vache, on est à 180 $. Il faut aussi savoir que lorsqu'on transforme, exemple, du lait pour en faire du fromage, c'est vraiment nécessaire d'avoir ce permis-là. Mais si on souhaite faire de la vente au détail, donc de vendre nous-mêmes également les produits transformés, dans ce cas-ci, il faut également un permis de vente au détail. Donc, il faut cumuler les 2 permis. Le permis d'exploitation d'usine laitière et le permis de vente au détail. Il faut également dire que par rapport au permis d'usine laitière, il y a une formation qui est exigée, qui est obligatoire, qui est offerte à l'ITA. Donc, c'est important de suivre cette formation-là avant de demander le permis. Maintenant, concernant les poissons et fruits de mer, donc il existe le permis de préparation de conserverie de produits marins. Donc, il est obligatoire, ce permis-là, pour exploiter un établissement de préparation de conserverie de produits marins pour la vente en gros. Donc, il existe 2 types de permis, le permis d'exploitation d'établissement de préparation de produits marins, puis le permis d'exploitation de conserverie de produits marins. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ce permis-là, si vous souhaitez, exemple, fumer du poisson et en faire de la vente en gros, ça vous prend absolument un permis comme ça pour le faire. Et au niveau du ministère, par rapport aux démarches pour obtenir ce type de permis-là, il faut savoir qu'il existe un comité d'intérêt public qui doit se prononcer en faveur, en fait, de l'émission d'un permis avant que le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation émette le permis. Donc, il faut en tenir compte dans les démarches parce que ça peut occasionner des délais supplémentaires du côté de la demande. Cette démarche-là de comité d'intérêt public. Maintenant, concernant la formation obligatoire, donc en vertu du règlement sur les aliments, tout exploitant qui prépare des aliments en vue de la vente, donc qu'il soit titulaire ou non d'un permis du MEPAC, est responsable de s'assurer, selon le cas, qu'un ou plusieurs employés ont reçu une formation et veille au maintien de l'hygiène et de la salubrité alimentaire. Donc, la formation est donnée par des formateurs qui sont autorisés par le ministère. Donc, c'est bien important que les formateurs soient autorisés par le ministère. Et pour le savoir, vous pouvez aller sur notre site Internet, donc à l'adresse qui figure à l'écran, et vous retrouverez un répertoire avec l'ensemble des formateurs qui sont autorisés à donner la formation. Il y a également des exemptions par rapport au fait de suivre cette formation-là. Donc, les producteurs agricoles visés par la loi sur les producteurs agricoles qui préparent des produits de l'érable, des produits apicoles ou des œufs de consommation en coquille provenant exclusivement de leur ferme et qui les vendent au détail sur les lieux de leur exploitation ou dans un circuit court de commercialisation ne sont pas assujettis à l'obligation de suivre la formation obligatoire. Toutefois, dès qu'ils vendent ces produits à l'extérieur de ces lieux, ils sont tenus de respecter la réglementation de manière intégrale. Donc, c'est bien important d'en tenir compte. Donc, un producteur, par exemple, de produits d'érable de base, comme de la tire, du beurre d'érable, qui vend uniquement à la cabane à sucre ou au marché public, n'est pas tenu de suivre la formation. Par contre, s'il vend des produits à l'épicerie,
on est dans un circuit long, on est dans de la vente en gros, c'est obligatoire d'avoir la formation. Donc, les exploitants qui possèdent uniquement un permis d'événements spéciaux de courte durée non plus n'ont pas besoin de suivre la formation. Et il y a des exemptions pour les activités de maintien chaud ou froid. Et bon, les usines laitières, entre autres. Les usines laitières, bien, en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une formation qui était obligatoire du côté de l'ITA. Cette formation-là est beaucoup plus complète que le cours en formation en hygiène et salubrité là, de base. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de suivre la formation. Il existe 2 types de formations en hygiène et salubrité. Il y a le gestionnaire d'établissement qui est d'une durée de 12 heures et il y a le manipulateur d'aliments. Si vous êtes le propriétaire principal activement impliqué au sein de l'entreprise pour les activités de transfo, bien, en fait, vous devrez suivre le cours de gestionnaire d'établissement alimentaire. Donc, ce qui est obligatoire en tant qu'exploitant, on va le regarder de façon plus pointue ici, là. Donc, désigner une personne qui sera titulaire d'une attestation de formation de gestionnaire d'établissement alimentaire. Donc, souvent, quand on est le propriétaire qui fait les activités de transfo, c'est nous qui avons la formation. Et il faut satisfaire à l'une ou l'autre des exigences suivantes. Donc, un gestionnaire d'établissement alimentaire formé ou un manipulateur formé est présent en tout temps lorsque des aliments sont préparés ou manipulés. Donc, ça, c'est le cas souvent des petites entreprises qui ont quelques employés. Ou sinon, au moins 10 du personnel possède une attestation de formation de gestionnaire d'établissement alimentaire ou de manipulateur d'aliments. De plus, il faut tenir un registre sur les lieux, le nombre de personnes et le nom des employés titulaires de l'attestation de formation. Donc, la section précédente clôt ce que j'avais à vous transmettre comme information de base sur les permis. Maintenant, il faut aussi tenir compte de la réglementation en vigueur. Bien évidemment, la formation en hygiène et salubrité sera une occasion là, pour se familiariser avec la réglementation en vigueur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au sein de son entreprise lorsqu'on transforme les aliments, les règles à respecter. Mais je souhaitais vous partager ceci. Il existe la loi sur les produits alimentaires et particulièrement le règlement sur les aliments. Ce règlement-là sur les aliments se décompose en 11 chapitres et il faut s'y conformer. L'objet de la présentation d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'aller en détail parmi l'ensemble de ces chapitres-là. Par contre, je veux que vous pouvoir vous informer de qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ces chapitres-là comme information importante pour vous. Donc, par exemple, voici des éléments là, qui font l'objet d'une réglementation puis qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc, l'étiquetage des produits. Donc, on n'étiquette pas les produits de n'importe quelle façon. On doit, par exemple, indiquer le nom de l'entreprise, le poids du produit, les ingrédients en ordre décroissant, la déclaration obligatoire des allergènes. Et là, je ne dis que quelques exemples, mais c'est bien important de s'assurer que notre produit est étiqueté convenablement. Il y a également la question des tableaux de valeur nutritive. Quand on fait de la vente en gros, ils sont obligatoires, les tableaux de valeur nutritive. Ensuite, bon, l'état d'identification d'un véhicule. Lorsqu'on livre des produits avec notre véhicule, il doit être identifié avec le nom, les coordonnées de l'entreprise. C'est possible de faire des magnettes, en fait, du lettrage magnétique sur la voiture qu'on peut mettre sur la voiture lorsqu'on livre, les retirer ensuite, mais c'est obligatoire d'avoir un véhicule lettré, par exemple. La température des aliments, c'est quelque chose qui est réglementé, donc il faut s'assurer qu'on maintient correctement les aliments dans les bonnes températures. L'exclusivité de l'utilisation des locaux de préparation est importante. Bon, il y a une petite exception par rapport aux cuisines domestiques et aux 100 kilos par mois dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais sinon, c'est important d'avoir des locaux à utilisation exclusive. L'absence d'animaux, d'insectes et de rongeurs, bien évidemment. L'eau potable, le lavage des mains, l'état des locaux, le personnel. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui se retrouvent à l'intérieur de ces chapitres-là. Ce que je vous propose, en fait, sur cette diapositive-là, il y a 3 éléments. 2 sources à consulter qui font état, finalement, de la réglementation, mais de façon vulgarisée. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir pour vous? Il y a un aide-mémoire pour les exploitants d'établissements de restauration et de vente au détail ici. Donc, je vous ai mis le lien.
Et il y a les guides des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaire aussi que je vous conseille de consulter. Donc, 2 guides qui vont résumer en gros qu'est-ce qui est important de savoir par rapport au règlement. Et je vous invite fortement aussi à visionner le petit vidéo qui a été produit par l'inspection des aliments qui concerne une inspection en restauration. Donc, c'est très semblable, là, une inspection en restauration ou d'une inspection d'une entreprise de transformation alimentaire. Les règlements sont les mêmes. Donc, ça vous donne quand même une bonne idée du contexte réglementaire dans lequel votre entreprise devra s'inscrire. Donc, je vous conseille, c'est seulement quelques minutes de visionnement, cette petite vidéo. Enfin, concernant le respect des lois et des règlements, donc, c'est le sous-ministériat à la santé animale et à l'inspection des aliments qui s'occupe de ça. Donc, je vous ai mis à l'écran les coordonnées pour les joindre. Donc, pour toute question relative à la réglementation et à l'inspection, vous pouvez téléphoner au numéro 800 qui figure à l'écran ou encore écrire votre question à l'adresse qui figure, donc smsaia@commercialmapac.gouv.qc.ca. Si vous avez des questions qui sont davantage spécifiques au permis, donc il existe 2 permis, donc deux adresses pour les permis. Pour les permis légers, donc on parle des permis de restauration et de vente au détail, c'est la première adresse. Pour les permis lourds, entre guillemets, donc les permis de vente en gros, quand on parle de C1 par exemple, l'usine laitière, c'est la deuxième adresse. Donc, voilà, je vous invite à communiquer si vous avez des questions très spécifiques au niveau de la réglementation auprès des inspecteurs du MAPAC. Donc, avec tout ça, on en arrive à la troisième et dernière étape de la présentation ici, donc qui est un résumé finalement des étapes à franchir avant de vous lancer. Donc, bien évidemment, il y a la question de la maîtrise de votre produit. Donc, c'est bien important d'avoir un produit qui est stable avec une qualité constante. Donc, être en mesure de le reproduire de façon identique à chaque fois. C'est sûr qu'il y a certains types de produits, notamment les produits vivants, comme des fromages, qui peuvent représenter des défis supplémentaires, mais c'est bien important d'avoir une recette à point qui garantit une stabilité, en fait, parce que le consommateur va toujours s'attendre à avoir le même produit. Ensuite de ça, il y a l'histoire de la mise à l'échelle des recettes. Donc, à l'étape des tests, on a souvent des petits lots. Éventuellement, il faudra multiplier ces lots-là. Donc, est-ce que nos recettes sont bien à l'échelle? Si jamais ce n'est pas le cas, si elles ne sont pas standardisées, sachez qu'il existe de l'aide des professionnels pour vous accompagner à ce niveau-là. Ensuite, il faut aussi bien connaître les durées de conservation de ces produits. Il faut être en mesure de bien connaître les modes de conservation également. Il faut avoir trouvé un emballage. J'ai mis ici en parenthèse utilité et présentation. En fait, il y a toute l'histoire de la facilité d'utilisation par le consommateur. Donc, ça, c'est bien important. La facilité de manutention. Donc, lorsqu'on déplace ces produits-là pour les amener en marché public, etc., est-ce que c'est des formats qui nous permettent de bien les disposer dans des caisses? Les produits ne vont pas s'abîmer. Bien important, mais encore là, il faut aussi avoir un emballage qui nous permet de bien conserver notre produit. Donc, puis de ne pas en abîmer la qualité. Ensuite de ça, il faut s'assurer de l'innocuité de notre produit, évidemment. Il faut bien choisir nos équipements, nos fournisseurs, donc que ce soit des fournisseurs d'ingrédients. Il y a certains ingrédients qui demandent quand même un défi là, de trouver en quantité suffisante ce qu'on souhaite avoir. Si je prends par exemple se lancer dans de la transformation de produits locaux biologiques au Bas-Saint-Laurent, ça peut représenter un défi d'avoir l'approvisionnement. Donc, il faut s'assurer avant de se lancer qu'on est en mesure de vraiment avoir la matière première qu'on cherche. Il y a également la traçabilité, donc simplement réfléchir à notre système de codification de l'eau. Donc, s'il y a des rappels, c'est beaucoup plus simple d'y aller par l'eau que de devoir rappeler tous les produits de l'entreprise. Bon, évidemment, c'était une liste qui n'était pas exhaustive des choses à vérifier, mais c'était quand même certains points là, sur lesquels je voulais attirer votre attention. Mais avant d'aller plus loin dans le projet, c'est bien évident qu'il faut calculer, puis il faut voir si notre coût de revient est réaliste.
Donc, à un certain stade, là, on doit s'arrêter, calculer, vérifier ces éléments-là. Puis si ça ne fonctionne pas, il faut revoir le projet. Par exemple, se lancer dans la mise en place d'un C1, ça peut représenter des investissements importants. Est-ce qu'il y a d'autres façons qui pourraient être faites, surtout dans un stade de démarrage? Est-ce qu'on peut aller en incubation? Est-ce qu'on peut faire préparer nos produits à forfait pendant un certain temps par une autre entreprise, par exemple? Donc, il y a certaines choses aussi qui peuvent être possibles d'envisager. Donc, il faut revoir à ce moment-là quand notre projet n'est pas rentable, évidemment. Le plan d'affaires. Je vous conseille, en fait, fortement de rédiger un plan d'affaires puis de le faire d'abord pour vous. Donc, le plan d'affaires, qu'est-ce qu'il comprend? Mais en fait, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans votre tête qui figure sur du papier. Donc, c'est vraiment le mapping de votre projet. Donc, il va regrouper l'ensemble des informations de votre entreprise, de vous comme promoteur, les informations sur le marché, le ou les produits, le marketing, les aspects financiers. Donc, d'ailleurs, par rapport à ça, normalement, le plan d'affaires, il est essentiel pour obtenir un financement là, quand on va au niveau des institutions financières. Je vous dirais aussi qu'il faut habituellement prévoir une mise de fonds de 20 à 25 donc pour être en mesure de démontrer votre capacité de remboursement du côté des financiers. Du côté de la mise en marché, évidemment, la mise en marché, c'est un point spécifique du plan d'affaires, mais je désirais quand même en parler. C'est à ne pas négliger la mise en marché. Donc, toutes les réflexions par rapport à l'emballage, en guillemets, le branding, donc le prix de vente, les circuits de distribution, notre stratégie par rapport aussi à la distribution des produits. Est-ce qu'on fera affaire avec un distributeur, un courtier, un représentant? Combien coûtent ces services? Donc, c'est à prévoir à ce stade-là. Et évidemment, réfléchir à la stratégie de marketing de l'entreprise. Donc, quel est le message? Quels sont les outils qu'on va utiliser pour communiquer notre message? Et évidemment, il ne faut pas oublier de prévoir un budget promotionnel. Bon, les chiffres par rapport à ça, ça varie d'un spécialiste à l'autre. Il y a un chiffre que je vois souvent qui est à peu près de l'ordre de 5 du chiffre d'affaires qui devrait être dédié minimalement à un budget promotionnel. Évidemment, moi, habituellement, lorsque je rencontre des gens en démarrage, ils sont très, très préoccupés par le respect des normes, avoir le bon permis, faire les choses correctement, avoir un produit qui goûte bon, de qualité. Mais quand arrive le temps de faire connaître le produit, souvent le budget il a été dépensé ailleurs, puis il en reste peu pour faire la promotion, alors que c'est essentiel parce que même si on fabrique un très bon produit, si on n'est pas en mesure de le faire connaître aux consommateurs, on ne le vendra pas. Donc, il faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Donc, c'est bien important. Du côté de la région du Bas-Saint-Laurent, il ne faut pas oublier qu'il y a les saveurs du Bas-Saint-Laurent qui sont là aussi pour donner un coup de main du côté des stratégies promotionnelles de l'entreprise. Donc, en gros, on a fait rapidement le tour de plusieurs éléments. Ce qu'il ne faut pas oublier avant de se lancer, en fait, ouvrir nos yeux, nos oreilles, recueillir les informations pertinentes, les analyser. Donc, est-ce que ce que je souhaite faire répond vraiment à un besoin du marché? Est-ce que mon produit fait partie des tendances? Planifier les étapes de réalisation de notre projet. Donc, ça passe notamment par le plan d'affaires. Et évidemment, apporter les changements nécessaires lorsque le projet sera démarré. C'est sûr que ça va arriver. On a beau avoir la meilleure planification possible. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas vues non plus qui vont faire en sorte que le projet va évoluer. Donc, apporter les changements, c'est tout à fait normal et nécessaire en cours de route. Donc, voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi. Vous avez à l'écran mes coordonnées, donc mon adresse courriel et mon numéro de téléphone. Et sur ce, j'espère vous avoir transmis de l'information pertinente pour réaliser votre projet et je vous souhaite bonne chance dans votre projet de démarrage de transformation alimentaire. Merci.